BFM Business, BFM Crypto, le club. On est ravis de les retrouver, en effet, nos experts du club BFM Crypto. Nicolas Marchès, cofondateur de Filmining avec nous. Bonjour Nicolas. Bonjour Guillaume. Bienvenue sur le plateau. Valentin Demey. Salut Valentin. Salut Guillaume. Bienvenue aussi, journaliste pour Cryptost. Et Xavier Fenot, Interactive Trading. Bonjour Xavier. Bonjour Guillaume. On est ravis de vous retrouver. C'est chaud, c'est extrêmement chaud. On le dit à chaque fois qu'on se retrouve sur ce plateau. Le marché crypto est un marché extrêmement spéculatif. Il ne faut y investir que l'argent qu'on est prêt à perdre. Et il se trouve qu'en ce moment, par les temps qui courent, en effet, ce caractère très spéculatif, volatile et incertain se manifeste particulièrement. Le Bitcoin actuellement, Xavier, sous les 17 000, toujours 16 967 $. Bon, d'un point de vue purement technique et sans donner le moindre conseil, comment voyez-vous la suite ? Et encore, en plus, en ce moment, sur le marché des cryptos, on bénéficie du soutien des marchés traditionnels. Alors, heureusement que la semaine passée, on a eu un chiffre de l'inflation aux États-Unis qui était inférieur à ce qui était prévu. Donc, bonne nouvelle, qui a permis en fait le repli du dollar américain, l'accalmie sur les taux souverains, poursuite haussière et même violente des actifs risqués. Donc, ça limite la casse. Après, c'est sûr que ce qui se passe autour de FTX, bon, on va pas mettre 3 jours à le digérer, ça faut pas se le cacher, ça pose beaucoup de questions, notamment de confiance. Même si ça tient depuis quelques jours sur le marché des cryptos, on est loin d'effacer les 2 journées de panique de la semaine passée, qui seront d'ailleurs les points de repère moyen terme de reprise de la tendance haussière. Donc sur l'Ethereum, 1600 $ et 20 500 $ sur le Bitcoin, tant qu'on reste en dessous, ça sera tendu. Et en parlant de repères, vous l'avez dit, effectivement, lorsqu'on a des mouvements de panique, ou même d'ailleurs d'euphorie, en fait, les niveaux de prix ont moins d'intérêt parce que on est dans les motifs, dans l'urgence, dans les liquidations de position, entre d'un côté les sauf qui peut, ça y est, cette fois c'est fini, c'est sûr, et ceux qui rechargent en mode « Ah super, c'est le Black Friday en avance, on a des prix au plus bas de l'année ». Donc ça reste un marché petit, vous l'avez dit, ça accentue les mouvements, alimenté d'ailleurs aussi par les réseaux sociaux. Et là où je veux insister aujourd'hui, c'est que en fait, on a toujours des œillères sur l'instant présent et on oublie de lever la tête. Il y a 2 catégories où finalement, ce qu'on est en train de vivre ne fait qu'accentuer cette division entre les deux. On a d'un côté les faibles des dernières semaines, voire des mois qui le restent. Bitcoin, on est 10% sous les plus bas de l'été, alors que sur l'Ether, on est aujourd'hui au même niveau qu'en septembre ou qu'en octobre. On est 30% au-dessus des plus bas de l'année. Vous prenez Binance Coin, on est au même point que les 4 derniers mois, 45% au-dessus des plus bas de cet été. Et je pourrais étendre la liste comme ça. QNT, on est à x3 depuis les plus bas. Atom x2, Matic x3 depuis les plus bas de cet été. C'est ce qu'on appelle les forts. Et puis on a les faibles de ces derniers mois qui accentuent leur faiblesse. Solana, NIR, MADA, il y en a d'autres qui sont 30% en dessous des plus bas de cet été. Donc effectivement, oui, le marché accuse le coup et on ne va pas s'en remettre dès demain, faut pas minimiser la chose. 2, oui, vous l'avez dit, c'est volatile, ça les restera. Alors on prend les niveaux d'avant FTX comme repère en haut pour se dire ok, c'est en train de repartir. Et 3, en fait, ça dépend où on regarde et depuis quand la capitalisation totale est au même point que cet été. Donc c'est pas que je suis sûr qu'on ne va pas plus baisser, mais c'est trop tard pour paniquer et avec du recul, encore moins sur toutes les cryptos. Bitcoin actuellement donc à 16 994 $, Ether à 1270. Xavier Fenot avec nous, Interactive Trading. Merci Xavier de nous avoir accompagnés, éclairés sur les niveaux techniques. Alors Nicolas Marchès donc avec nous pour Filmining. Nicolas, on vous demandera justement comment les clients, les investisseurs, Filmining c'est une plateforme d'exchange. Comment ils réagissent à cette ambiance? Est-ce que vous enregistrez des retraits? On voit qu'il y en a beaucoup sur Binance. Vous nous direz si c'est le cas sur Filmining. Comment vous adaptez aussi votre stratégie? Quelles leçons vous tirez de ce qui est en train de se passer? On en est où d'ailleurs, Valentin, ce qui est en train de se passer? Vendredi dernier, on l'a vécu en direct dans les pros des cryptos. FTX s'est passé sous la protection du Chapter 11, la loi de la protection du régime de faillite américain. Depuis, que s'est-il passé? Ça a été un feuilleton à plusieurs rebondissements. Ça s'inscrit dans une série Netflix un peu mal scriptée parce que le lendemain de cette annonce du chapitre 11, donc de la faillite de FTX, après cette semaine de folie, on a appris le lendemain, donc samedi, qu'il y avait carrément eu un hack dans la nuit du vendredi à samedi où on a vu les portefeuilles, une partie des portefeuilles ou des adresses qui contenaient encore un peu d'argent se faire siphonner. On ne sait pas encore trop par où sont partis ces fonds. Mais voilà, le narratif s'est poursuivi avec un hack de la plateforme juste après la faillite. Sur les autres pistes qu'on a eues, il y a l'enquête qui avance, ou en tout cas des éléments qui continuent d'affluer dans le sens de cette connivence qui existait entre les 2 sociétés détenues par Sam Bankman-Fried, donc le PDG, CEO et fondateur de FTX et de Alameda Research. Et donc on va bien dans le sens d'une backdoor, d'une capacité qu'avait SBF à accéder au fonds des dépôts des clients, a priori sans la connaissance d'une partie de ses équipes.
pour les transférer à son autre entreprise de trading et d'investissement, Alameda Research. Et donc, une partie des fonds qui auraient été perdus dans ce sens. Donc, voilà, les deux gros faits marquants, c'est quand même, au-delà des dominos autres qui tombent, parce qu'on le sait, SBF avait beaucoup d'implications dans d'autres sociétés, ce hack le lendemain, qui a siphonné une partie, et puis c'est cette backdoor qui a été confirmée a priori, ou qui prend cette tournure en tout cas. Il y a des inquiétudes jusqu'à crypto.com, désormais, on en parlera dans un instant, mais d'abord pour ceux qui avaient investi dans les cryptos à travers la plateforme FTX, la probabilité de retrouver ces fonds est désormais quasi nulle. Elle est très faible parce qu'en fait, maintenant on va démarrer ce chapitre judiciaire et juridique, duquel on verra comment ça se solde. On a déjà eu des problématiques similaires avec des plateformes qui ont fermé, qui ont été hackées, qui ont perdu les fonds. On a en tête tous Mt. Gox en 2014 qui avait vu une grande partie de ses bitcoins disparaître suite à ce qui semblait être un hack. Et les gens qui sont encore depuis 2014 dans la procédure n'ont pas retrouvé leurs fonds. Et si jamais on part, et c'est le cas dans une dynamique similaire avec FTX, la probabilité de retrouver les fonds est faible et la probabilité de retrouver 100% des fonds est quasi nulle. Combien de créanciers sont exposés? Quelles sommes d'argent sont en train, là, sous nos yeux, de disparaître, de partir en fumée? Alors c'est très récent. A priori, on aurait un peu plus d'1 million d'utilisateurs comme vous et moi qui seraient bloqués sur la plateforme et plus de 100 000 créanciers à hauteur de entre 10 et 45 milliards de dollars. Donc là encore, c'est très récent. Il faut savoir qu'au moment où on discute sur ce plateau, a priori, SBF est encore entendu par les autorités de Bahamas, là où était la structure FTX, qu'on le sait, la SEC a lancé avec d'autres structures étatiques des États-Unis des enquêtes dans ce sens. Donc ça tombe au fil de l'eau. Aujourd'hui, entre 10 et 50 milliards pour 100 000 créanciers, 1 million d'utilisateurs bloqués et qui ont en partie perdu leurs fonds. Et Sam Bankman-Fried, il est toujours aux Bahamas, ou il est entre les Bahamas et Dubaï? On voit tout passer là sur les réseaux. Il est en train d'essayer de s'enfuir. Et comment réagit-il aussi sur les réseaux? Il a répondu à une interview quand même. Il a pris le temps il y a quelques heures. Enfin, où en est-il? Où est-il? Que fait-il? Et comment il va, quoi? Alors, comment il va? Il a réagi, on va voir quelques messages sur Twitter qu'il a laissés avec une énigme un peu bizarre. Il est en train de poster des choses à droite à gauche qui sont lunaires. Et c'est la continuité de ce script un peu bizarre hollywoodien qu'on a depuis une semaine maintenant que cette panique s'est déclenchée tout pile. Où est-ce qu'il est? Il publie des mots comme ça isolés sur Twitter. Des lettres. Il publie carrément des lettres. Et il dit: je ne sais pas ce qui s'est passé, je suis en train d'improviser, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Bon, c'est effectivement très particulier ce qui se passe. On ne sait pas si c'est lui qui est derrière. On ne sait pas si c'est pour cacher des tweets qu'il sera en train de supprimer en parallèle pour ne pas être détecté par les robots d'archives. On ne sait pas trop ce qui se passe. Mais effectivement, dans la série d'inquiétudes, ce week-end, on a vu des vols de jets privés partir à Dubaï. Bon, a priori, aux dernières infos, c'était pas lui qui était dans ces jets-là. A priori, il était aux Bahamas. Il a été entendu par les autorités locales. Et je vous le disais, la SEC et d'autres sont en train aussi de lancer des enquêtes dans ce sens. Donc, aujourd'hui, le dernier message qu'il a laissé, il l'a fini ce matin d'ailleurs. Ces lettres dont on ne savait pas ce qu'elles donneraient. Il a fini son message ce matin et globalement, oui, ça disait je ne sais pas ce qui s'est passé, what's happened. On note financial advice, ce n'est pas un conseil financier, mais on va essayer de trouver des réponses et voilà, je fais au mieux et je fais au feeling. En gros, voilà ce qu'il disait avec une succession de lettres dans un tweet, de plusieurs tweets dans un thread qui a pris plusieurs heures à s'écrire. Donc c'est invraisemblable. Mais en tout cas, aujourd'hui, il n'est pas en fuite. A priori, aux dernières nouvelles, il est entendu par les autorités locales. Bon, et Nicolas Marchès avec nous pour Phil Mining. Vous nous direz dans un instant si vous lui en voulez finalement à Sam Bankman-Fried. C'est pratique et cet impact pour l'écosystème, impact systémique ou pas d'ailleurs, on parle du Lehman Brothers du marché crypto, c'est justifié à vos yeux, Valentin, ou c'est exagéré? Vous me l'aurez fait à chaque épisode quand même, Guillaume, c'est un Lehman Brothers. J'y peux rien, le marché crypto nous nourrit de scandales. C'est une vraie question et sur laquelle j'ai essayé de m'interroger sur la comparaison avec Lehman Brothers. Sur la partie risque systémique, il y a des risques évidemment sur d'autres plateformes qui étaient exposées. On en connaît un certain nombre aujourd'hui, notamment BlockFi qui est très connu des investisseurs crypto, qui a dû retirer l'option de retrait de ses crypto-monnaies. Ça prend la même tournure que FTX, notamment parce que SBF, Sam Bankman-Fried, le CEO de FTX, avait investi dans l'entreprise. Et chose intéressante à noter, il demandait aux entreprises qu'il rachetait ou dont il prenait position de déposer les fonds des clients et de l'entreprise sur sa plateforme FTX. On a appris ça aussi ce week-end. Donc forcément, ça va faire que ça va être tentaculaire dans les dépôts puisqu'ils étaient dans le contrat d'investissement demandés d'être déposés sur FTX qui vient de faire faillite. Donc là, il va y avoir un risque de domino. Mais c'est un risque pour moi
qui est malheureusement comparable à toute faillite d'entreprise. Et non pas à Lehman Brothers, où Lehman Brothers, c'était la conséquence d'un cancer de l'écosystème au global. Et c'est pas le domino qui est le premier à être tombé, qui ensuite a fait tomber le reste. On est dans une situation très grave de faillite qui risque de contaminer une partie de l'écosystème. Mais je ne suis pas sûr que le rapprochement avec Lehman Brothers soit, dans le sens de l'histoire, judicieux. C'est quand même en train d'empoisonner totalement Solana. Crypto.com, il y a des doutes sur la viabilité de Crypto.com. Alors on en est où là-dessus d'ailleurs aussi, puisque c'est l'une des grandes questions pour les utilisateurs. C'est l'une des grandes plateformes d'exchange qui avait en plus obtenu le statut PSAN. Oui, alors on rappelle que le statut PSAN ne protège pas les fonds. L'enregistrement PSAN. Ouais. L'enregistrement, effectivement, PSAN ne protégeait pas le fonds des clients. C'est de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme qu'il fait a priori très bien. On a vu un PSAN se faire enlever son PSAN par l'autorité, par la CPR et l'AMF. Donc ce n'est pas cet objectif dans un premier temps. Sur Crypto.com, le PDG a rappelé ce week-end que voilà, les fonds sont en sécurité. Malheureusement, oui, et c'est vrai que durant toute cette période d'incertitude, l'équipe de FTX n'a fait que marteler que les fonds étaient de la même manière en sécurité. Sur FTX, ça n'était pas le cas. J'ose espérer que sur Crypto.com, nous ne sommes pas dans les mêmes conditions. En tout cas, rien ne tend à prouver qu'aujourd'hui, les risques sur Crypto.com sont réels. Maintenant, et c'est ce qu'on verra peut-être dans quelques minutes, les gens ont compris, l'écosystème a compris, puisque on rappelle que c'est pas la blockchain qui est en danger, c'est pas la blockchain qui a échoué dans cet écosystème, c'est bien la folie d'un homme, si on veut un peu grossir les traits, celle de SBF, qui avait peut-être d'autres problématiques autour, mais la blockchain fonctionne et donc les gens ont retiré des plateformes massivement dans leur clé Ledger sur des portefeuilles auto-hébergés pour fuir les plateformes, quel que soit le risque légitime ou non qu'elles avaient ces dernières semaines. Bon, on a la chance d'avoir le patron, le cofondateur justement d'un exchange, en l'occurrence une plateforme d'investissement crypto française qui avait elle aussi, qui a toujours l'enregistrement PSAN, Field Mining. C'est Nicolas Marchès, cofondateur avec Chloé des enfants de Field Mining. Bienvenue sur notre plateau donc. Merci. Avant que vous nous disiez si vous en voulez à Sam Bankman-Fried et à FTX dans un instant. On en est où là de la sécurité de vos propres clients, de ceux qui avaient choisi d'investir dans le marché crypto à travers votre plateforme à vous? Alors la sécurité, elle n'a pas vraiment évolué dans le sens où on appliquait déjà un cadre très strict au niveau des protocoles de sécurité sur la conservation des actifs, sur des cold wallets, lorsque cela est possible. Nous aujourd'hui, on n'a pas été impacté par cette situation, tout simplement parce qu'on ne travaillait pas avec la plateforme FTX. Donc on utilise des plateformes évidemment centralisées pour réaliser des opérations de change, d'approvisionnement aussi tout simplement. Mais généralement, c'est des entrées-sorties qui sont assez rapidement. Il n'y a pas d'intérêt à conserver des actifs numériques dans le cadre de notre activité, en tout cas sur des plateformes centralisées. Même dans le cadre de l'offre de rendement qu'on propose liée à la finance décentralisée, donc du rendement sur du stablecoin, tout est traité en fait chez nous en interne, donc on n'a absolument aucune exposition à la CeFi, ce qu'on appelle la CeFi. Donc on ne s'appuie pas sur un prestataire pour aller chercher du rendement, on a vraiment une équipe en interne dédiée qui fait que ça. Donc ça nous a déjà, ça a déjà été bénéfique au début de l'année, au mois de mai, ça nous a permis d'esquiver le cas Terra Luna. Vous avez privilégié le fait maison en quelque sorte. On a privilégié le fait maison et puis une haute disponibilité en fait de nos équipes sur ces sujets très sensibles parce qu'il y a quand même encore beaucoup de risques sur la finance décentralisée et il y a nécessité d'avoir une équipe dédiée qui est prête à réagir soir et week-end pour couper les positions lorsque c'est nécessaire. Donc aujourd'hui, on n'a pas d'impact, en tout cas financier vis-à-vis de nos clients. Après, évidemment, il y a un impact indirect qui est la perte de confiance sur l'écosystème, la perte de confiance sur des acteurs et des plateformes centralisées. Et ça, là, le travail commence et ça va être long. Après, nous, on a toujours mis... c'est toujours mis en avant aussi pour être conforme aux exigences requises par les régulateurs. Donc on a fait les choses comme il fallait, on continuera de le faire. Mais vous observez quand même, et c'est peut-être le côté très ingrat de la période actuelle pour les acteurs qui sont pas forcément les plus exposés à ce qui est en train d'arriver à FTX, vous observez quand même des retraits justement des clients qui se disent bon voilà, ces plateformes-là centralisées, maintenant je m'en méfie, c'est trop gros, c'est trop risqué, c'est trop glissant, je préfère basculer l'argent que j'y avais placé sur une clé Ledger pour avoir moi-même les clés et en être le seul maître. Vous voyez beaucoup de clients choisir cette option-là? Bien sûr, on a déjà on sensibilise déjà nos clients sur l'aspect de conservation des actifs. Après, c'est un petit peu en contradiction avec notre activité, forcément. Je peux pas le cacher. C'est quelque chose qui est fournir du rendement sur les actifs numériques. Il y a forcément un travail de gestion. Donc, qui dit gestion dit souvent avoir accès à ces actifs pour pouvoir déplacer, mettre en place les stratégies que ce soit de stacking
ou sur la finance décentralisée. Donc on a observé évidemment un volume important de retraits sur les 72 heures, je dirais, après l'annonce de ce drama. Mais au final, ça a représenté 4% à peu près des actifs sous gestion. Donc ça reste mineur, en tout cas, de notre siège. Il y a peu de retraits. On s'aperçoit quand même que la majorité de nos clients conservent cette confiance et font la part des choses. Après, évidemment, il y a quand même un devoir de transparence qui est obligatoire. Valentin. C'est effectivement un mouvement qui est très important. Et en plus, dans le risque des séparations, là tu viens effectivement Nicolas de parler de toute la capacité à avoir des stockages froids, c'était en même temps tout le côté schizophrénique des plateformes comme les vôtres qui doivent onboarder ces clients, qui leur proposent des services qu'ils n'auront pas évidemment de leur côté, mais à qui on répétait sans cesse de garder la main sur ces clés privées, sur ces fonds, parce que c'est toute la philosophie même de notre industrie. Donc là ça s'incarne dans la douleur, mais ça s'incarne plus aujourd'hui que jamais. Oui, après, il faut faire aussi la distinction entre... il y a une réelle utilité aussi des plateformes centralisées, à mon sens. Il y a des gens qui n'ont pas l'envie de prendre cette responsabilité de la conservation des clés privées. C'est quand même quelque chose d'encore un petit peu technique. Et il y a des gens qui ont besoin d'avoir, mine de rien, ce tiers de confiance pour sécuriser des actifs sur lesquels ils ne sont pas prêts. On l'observe de toute façon sur la quantité de bitcoins qui sont perdus. On estime à plus d'1,6 million de nombre de bitcoins qui sont totalement perdus aujourd'hui. Ouais. Donc ça représente une grosse partie quand même de la masse monétaire qui est perdue à tout jamais. Et il y a quand même une certaine utilité à avoir des plateformes centralisées. Et une certaine utilité à réglementer, vous le diriez aussi, peut-être même imposer aux plateformes centralisées une forme de proof of reserve, prouver que on a les réserves correspondant à l'investissement de ceux qui nous font confiance, ce qui n'était manifestement pas le cas, et même on en est certain désormais de FTX. Il faut imposer un proof of reserve à l'écosystème. Il y a de fortes chances. Après, l'initiative, elle est déjà en route et c'est très bien. Il y a beaucoup de grandes plateformes qui ont réagi positivement à cette annonce, qui ont mis publiquement en fait la réserve des actifs. Après, évidemment, il faut la mettre en face d'un audit, parce que sinon, elle vaut pas grand-chose en fait cette preuve de réserve. Il faut pouvoir vérifier en interne ce qui se passe et puis ce qu'il y a évidemment sur les réseaux blockchain. Et puis viendra le temps évident que les régulateurs imposeront en fait ces audits pour vérifier les actifs que détient l'entreprise. C'est une évidence, mais ça prendra du temps. Et en plus, la blockchain permet cette auditabilité en permanence, de manière transparente et aussi par le public. Et si le coup de tampon du régulateur ou de quelconque institution le valide d'autant plus, effectivement, ça sera dans ce sens de l'histoire qu'on doit aller. Bon. Le risque, en tout cas de cette affaire, c'est que le grand public associe le Bitcoin à ce qui est en train de se passer, tout simplement. Alors que là, c'est un intermédiaire qui est en train de ne pas honorer sa promesse. Et donc, voilà, vu depuis l'extérieur, il y a encore beaucoup de monde à convertir, pour ceux qui souhaiteraient les convertir, en tout cas, à cet écosystème. Vu de l'extérieur, c'est le Bitcoin, ce sont les crypto-monnaies qui posent problème. Est-ce que ce qui se passe va peut-être profondément et durablement ralentir la dynamique de démocratisation qui était quand même à l'œuvre, et malgré la baisse importante des cours des cryptos depuis le début de l'année, la démocratisation semblait se poursuivre. Est-ce que vous pensez que là, c'est vraiment la lame, le coup qui fait mal ? J'espère pas. Je pense que on a déjà eu des cas dans le passé, alors peut-être pas de cette ampleur-là, mais c'est vrai que l'écosystème se relève quand même toujours. Il y a une volonté aussi des acteurs de se montrer conforme et de faire preuve de transparence. Donc je pense que ça ira dans le bon sens. Et ça passera assez bien au final dans le temps. Là, c'est vrai que ça a eu un impact direct sur les marchés, sur le cours du Bitcoin. Mais cet impact-là, il est lié effectivement pas à une perte de confiance dans les crypto-monnaies, dans les blockchains. C'est un intermédiaire. Voilà, une erreur humaine, une erreur de gestion qui est grave, quoi. Et certains pourraient se mettre même à penser que le Bitcoin sortira renforcé de tout ça dans l'écosystème, parce que cela prouve que le Bitcoin, lui est propre, lui est inviolable, lui est infalsifiable. Il tient sa promesse technologique et sa promesse de traçabilité. Alors que là, on voit bien que sur FTX, il y a eu un sérieux problème de traçabilité quand même et une manipulation de l'argent des gens. Vous pensez que les Bitcoins maximalistes vont bomber le torse et peut-être vouloir faire savoir qu'ils avaient raison? Ah bah bien sûr, mais ils auraient raison de le faire. Il y a pas de ça c'est sûr. Il y a quand même une idéologie derrière Bitcoin qui est là et qui a ce devoir en fait de redonner
la valeur aux gens, rester propriétaire de ses actifs. Il y a quand même des notions derrière qui sont fortes et qui sont justes. Donc évidemment, il y a des gens qui vont se positionner très bien sur ce sujet. Vous en voulez à Sam Bankman-Fried? On en vient à cette question à FTX. Vous leur en voulez? Évidemment, après c'est toujours de la mauvaise pub pour notre écosystème et pour les acteurs qui cherchent à se défendre et à montrer qu'ils travaillent bien. Ça casse un petit peu le travail de certains, évidemment. Après, ça apportera des choses certainement bénéfiques un petit peu plus tard. On en prendra les leçons et on verra qu'il y a des transparences qui se font un petit peu mieux, je pense. Valentin? Effectivement, c'est exactement ça. Sur l'aspect des bitcoiners maximalistes, ils auraient tort de ne pas récupérer cette problématique, puisque si on regarde un petit peu dans le rétro sur la création de cet écosystème et de Bitcoin, il a été créé, justement, pour reprendre les termes que vous aimez si bien, Guillaume, pendant la crise de 2008 et donc de Lehman Brothers, pour justement enlever cet intermédiaire de confiance qui aujourd'hui a une nouvelle fois échoué, qui était une boîte noire sur laquelle on ne savait absolument rien de ce qui se passait, et c'était les CDS et toute la difficulté qu'avait l'économie à ce moment-là à se relever. Donc pour le coup, Bitcoin aujourd'hui, et je le répète, ce que je disais tout à l'heure, Bitcoin, la finance décentralisée et ce genre de choses ne se sont pas arrêtées une seule seconde durant ce conflit avec FTX et la perte de confiance énorme. Bitcoin a continué de fonctionner, l'auditabilité, la transparence également, et c'est justement là sur lequel, pour ceux qui, et c'est sans doute une des portes de sortie, cherchent davantage de régulation, que cette régulation ne se trompe pas de combat, qu'elle identifie bien les bons mots, et que c'est une partie des solutions et des remèdes à ces mots soit justement la technologie elle-même qui est la blockchain. En attendant, Aurore Lalucq, que l'écosystème connaît bien, elle bombe le torse sur les réseaux en disant, vous voyez, j'avais raison, ceux qui disent investissez en crypto, moi je disais c'est risqué, n'y allez pas, elle dit j'avais raison. Effectivement, alors et la BRI nous dit que ceux qui ont investi en Bitcoin depuis 2015, les 3/4 d'entre eux ont perdu de l'argent. Avez-vous regardé, Guillaume, comment la BRI a fait son sondage? La BRI a fait son sondage en regardant le nombre de téléchargements à un instant T, en se disant effectivement si les gens ils ont téléchargé autour de 20 000 et qu'il est à 17 000, la majorité est en déficit. Ils ont investi en plus haut, c'est comme en bourse, on investit souvent en plus haut malheureusement. Peut-être qu'ils ont vendu. Et sur Aurore Lalucq, effectivement, alors ça fait partie des personnages un petit peu difficiles à convaincre, mais ce qui est certain, c'est que une partie des chèques de la régulation aujourd'hui a mené à la déroute de FTX et la perte de millions d'utilisateurs, puisque c'est parce que la régulation a été trop forte en France, en Europe, et pas uniformisée en Europe et dans le monde, qu'on a poussé, et c'est ce que disait Brian Armstrong de Coinbase, à aller sur des plateformes étrangères non régulées pour accéder à des services qui avaient été interdits dans les parties régulées de ce monde. Uniformiser. Exactement. Typiquement, le travail que fait la Commission européenne est exemplaire là-dessus. C'est moteur dans notre écosystème. Mais c'est vrai que s'il n'y a pas d'uniformisation à l'échelle internationale, ça fait fuir les capitaux. Un coup d'épée dans l'eau. C'est un bon modèle en tout cas pour les autres États, mais c'est un sujet fondamentalement transparent. On se demandait si Bitcoin dans l'écosystème sortirait renforcé. Est-ce que Binance sortira renforcé? On voit Sisi énormément communiquer. Il la joue bien d'ailleurs là-dessus pour l'instant. Il propose de créer un fonds de réserve même pour l'écosystème. Il a fait son proof of reserve dont vous parlez tout à l'heure, de témoigner des fonds qu'il avait lui. Il l'a fait pour Binance quelques jours après la faillite d'FTX, quelques jours après même la déroute, avant même la faillite. Sur son fonds de soutien, c'est carrément un fonds de soutien pour les entreprises en difficulté. Donc là-dessus, il joue de la bonne publicité. Sans doute, à terme, on oubliera que le premier domino à avoir été poussé, c'est Sisi qui était derrière et qui a fait, je le répète, une attaque économique sur le FTT, peut-être effectivement à sa décharge, sans savoir qu'on arriverait sur ce scénario-là. Mais le premier scénario de l'attaque économique, c'est le doigt de CZ qui l'a poussé. Parce que le profil du FTT lui semblait dangereux. Ouais, tout à fait. Il sauvait aussi l'argent de ses investisseurs. Parce qu'il avait effectivement son argent, puisque c'était l'investissement de Binance dans FTX. Donc de ce point de vue-là, il a eu raison de sortir. Maintenant, c'est le premier domino à être tombé. Il est parti de là-bas. Il ne pouvait pas nier l'impact désastreux que ça allait avoir de publier, de mettre sur la place publique une intention de liquider 2 milliards d'actifs. C'est évidemment, c'est compliqué de le maintenir tout blanc dans cette affaire. Quel projet chez Phil Mining, plateforme d'exchange, on le rappelle, pour la suite, et malgré les énormes turbulences du moment, c'est quoi vos projets pour la suite? Les projets, finalement, ce sujet d'actualité, ça va certainement bousculer un petit peu la roadmap, parce que la preuve de réserve, je pense que c'est quelque chose qui va devenir un standard, donc autant être parmi les premiers aussi à le faire, de toute façon. Après, en parallèle, évidemment, on a des projets, alors un peu plus sur un autre produit, qui est Wiggle, un service de paiement euro-crypto, pour justement un petit peu faire le pont entre le monde de la finance traditionnelle et puis les actifs numériques. Voilà. Oui, et c'est de reconquérir la finance traditionnelle qui pourrait avoir pris un peu peur sur ce qui est en train de se passer. On va voir si la dynamique est ralentie ou pas d'adoption des cryptos par les institutionnels eux-mêmes, parce qu'on avait vu cette dynamique nettement accélérée malgré la baisse récente des cours. Oui, tout à fait. Et juste un chiffre intéressant à avoir en tête, en juin 2022, donc très récemment,
Binance c'était 52% des parts de marché des exchanges et des échanges, et c'était FTX 24%. Alors que quelques années avant, FTX n'existait pas. Donc il est vraiment revenu rapidement dans le classement, et c'était donc quand même 25% des utilisateurs qui utilisaient FTX. Donc c'était un gros marché. Merci beaucoup. Nicolas, combien Phil Manning du marché mondial des cryptos? Vous avez un chiffre, ouais? La part de marché. La part de marché. Vous êtes un acteur français, voilà. Mais... Non, on est tout petit. Bien sûr, mais vous avez un chiffre ou pas? Non, je n'ai pas de chiffre. Bon. Je ne risquerai pas. En tout cas, voilà, Phil Mining, plateforme d'exchange française, enregistrée. Psan, merci d'être passé nous voir. Nicolas Marchès, Valentin Demey, journaliste pour Cryptos. Dans un instant, on va se rebrancher au marché traditionnel. Nouvelle hausse en bourse aujourd'hui. À tout de suite.